Vous êtes une fois encore sur votre émission Débat 100% Bénin et vous faites bien de nous tenir compagnie. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Un tollé général à l'annonce du choix de mandataire au port autonome de Cotonou. Nous étions fin novembre. S'en était suivi des mouvements d'humeur pêle-mêle des syndicats opérant sur la plateforme portuaire et puis plus rien. On lui dit qu'un modus vivendi a finalement été trouvé entre les travailleurs et l'État béninois. Mais coup de tonnerre, la signature du contrat de gestion ce mois-ci avec le port d'Anvers sous l'égide du chef d'État béninois a fait ressurgir les tensions. Les travailleurs crient à la traîtrise et déposent un préavis de grève. Préavis de grève au niveau du port autonome de Cotonou, préavis également au niveau du secteur de l'éducation dans son ensemble. Plusieurs fronts d'intervention sur lesquels le gouvernement est plus qu'attendu. Mais quelle pourrait en être l'issue? Mesdames, Messieurs, les éléments d'appréciation avec nos invités appelés à débattre autour du thème préavis de grève au Bénin des acteurs portuaires et ceux de l'éducation, banalité ou véritable menace à la stabilité sociale. Mais avant de retrouver nos invités du jour, la page consacrée à la revue de presse. L'actualité. L'actualité est-elle vue par les journaux dans leur parution du jour? Nous aurons à la découvrir en compagnie de Kodovi Amentonou, déjà installé. Kodovi Amentonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs et surtout ceux qui accordent de l'intérêt à cette franche donc, de votre émission 100% Bénin. Que retenir de l'actualité vue par les canards vous parvenus ce jour? Elle est riche, l'actualité, avec la grève dans beaucoup des secteurs, surtout le sit-in des centrales et confédérations syndicales sur l'Assemblée nationale ce jour, sans oublier également le compte-rendu du Conseil des ministres. Allons donc à la découverte de l'essentiel. Merci donc à vous, Joël Tondi. On démarre avec le quotidien La Dépêche qui affiche en grand titre « Réduction du train de vie ». Attention, on bouffe, c'est bien sûr l'état de la santé financière donc, du Bénin. L'Afrique en marche, restriction des libertés. Les enseignants entrent donc dans la danse le 16 janvier prochain. Puis en grand titre, réaction du président de l'Assemblée nationale par rapport à l'actualité. C'est trop tard pour Adrien Ngodi. Le quotidien constate qu'il est déjà sorti de l'histoire du Bénin par la petite porte. Il a perdu à jamais la confiance des démocrates béninois également. L'Audace Info, série de grèves dans l'administration publique. La rupture n'intéresse plus les Béninois, conclut le journal. Le confrère de La Matinée, menace et intimidation à l'encontre des magistrats. Michel Adjaka et compagnie ne désarment pas. S'achemine-t-on vers une grève perlée, s'interroge. Le quotidien puis mécontentement et mouvements sociaux sous le régime Talon. Le secteur de la santé emboîte les pas à la justice dès mardi prochain, fait remarquer le confrère de La Matinée. Le Nouvel Observateur, à l'ère de la rupture, eh bien, le Bénin est en recolonisation. Et puis, sit-in de contestation de loi scélérate à l'Assemblée nationale. Les centrales et confédérations syndicales demandent leur retrait pur et simple par les députés. Matin libre, illégale répartition de la richesse nationale. Les politiciens prennent le pays en otage. Et puis, point média, présentation de vue à l'Assemblée nationale. Le mea culpa déguisé de Rungodi. Et puis, Conseil des ministres, Joël Tondi, le gouvernement veut démanteler les ruines du champ pétrolifère de Sebekbodji. Merci à vous, Kodovi Amentonou. C'est la dernière revue de la semaine. Alors, comme petit cadeau à vous, si vous êtes loisible de choisir un thème à développer avec nos invités, au lieu que ce soit moi qui pose la question sur un thème précis. Oui, on peut toutefois se pencher sur cette préoccupation du gouvernement qui est d'aller démanteler les ruines du champ pétrolifère de Sebekbodji. C'est une question environnementale qui se pose au Bénin depuis bientôt 20 ans, puisque déjà en 1998, cette unité a cessé de fonctionner. Même si, entre-temps, le gouvernement a découvert du pétrole dans les sous-sols du Bénin, l'unité de Sebekbodji ne fonctionne plus. Et pour des questions d'ordre environnemental, il était quand même urgent que l'on démantèle ce champ. Mais malheureusement, et depuis toujours, puisque l'administration béninoise a toujours montré sa lenteur, on ne sait pas pourquoi, 20 ans durant, les installations sont restées sur place. Et chaque fois, quand on fait l'inventaire,
on constate qu'il y a de l'augmentation. Aujourd'hui, on parle de 86 milliards de francs CFA. Lorsque vous prenez le programme d'action du gouvernement, 86 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Le Bénin a fait un emprunt obligataire sur le marché de l'espace UEMOA. Au moment où on recherchait des centaines de milliards, on n'a trouvé que 4. Et si aujourd'hui on doit débourser 86 milliards de francs CFA pour aller démanteler un champ de ruines qui constitue aujourd'hui un problème environnemental, il ne faut pas l'oublier, eh bien je crois que cette responsabilité pose beaucoup plus la question des priorités dans la République. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et à quel moment précis? Bon, rien n'explique que depuis que l'installation a fermé depuis 1998, à ce jour, on n'a pris aucune mesure sécuritaire pour pouvoir donc démanteler. Aujourd'hui, quand vous suivez le Conseil des ministres, le compte-rendu qui en a été fait par le garde des Sceaux, vous notez une urgence. Mais urgence, est-ce que c'est le moment? 86 milliards à débourser des fonds du contribuable pour aller démanteler un système. C'est une grosse interrogation que devait, croyez-moi, le sujet reviendra sur tapis dans 100% Bénin. Mais en attendant, je vous souhaite déjà un excellent week-end par anticipation. À vous, Paraïba, et surtout à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est la dernière page revue de presse du jour. On se donne carrément rendez-vous pour lundi. Ce sera avec la même disponibilité de Côte d'Ivoire. Maintenant, je n'en doute pas. À vous, merci pour l'attention soutenue. À lundi. Vous êtes une fois encore sur votre émission débat 100% Bénin et vous faites bien de nous tenir compagnie. Mesdames, messieurs, bienvenue. Un tollé général à l'annonce du choix de mandataire au port autonome de Cotonou. Nous étions fin novembre. S'en était suivi des mouvements d'humeur pêle-mêle des syndicats opérant sur la plateforme portuaire. Et puis, plus rien. On nous dit que modus vivendi a finalement été trouvé entre les travailleurs et l'État béninois. Mais coup de tonnerre, la signature du contrat de gestion ce mois-ci avec le port d'Anvers sous l'égide du chef d'État béninois a fait ressurgir les tensions. Les travailleurs crient à la traîtrise et déposent un préavis de grève. Préavis de grève au niveau du port autonome de Cotonou. Préavis de grève également au niveau du secteur de l'éducation dans son ensemble. Plusieurs fronts d'intervention sur lesquels devra alors intervenir au plus tôt le gouvernement. Mais quelle pourrait en être l'issue? Mesdames, Messieurs, les éléments d'appréciation, ce sera avec nos invités appelés à débattre autour du thème préavis de grève au Bénin des acteurs portuaires et ceux de l'éducation. Banalité ou véritable menace à la stabilité sociale. À ma gauche, pour l'instant débat, Roland Kpeuntor. Il est consultant en gouvernance et évaluation des politiques publiques. Nous y sommes en plein dans le débat. Donc, Roland Kpeuntor, bonjour. Bonjour Joël, merci pour l'invitation. Sachez que c'est toujours un plaisir de vous savoir disponible. En face de vous, un homme de droit, on en aura un peu besoin pour mieux apprécier quelques orientations. Il a nom Alain Oronla, il est aussi un observateur très averti de l'actualité socio-politique sur le continent africain. Alain Oronla, il est avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Maître Alain Oronla, bonjour. Bonjour Joël. Merci de nous rejoindre. Bonjour Roland, si vous permettez. Merci maître. La situation socio-politique du Bénin paraît depuis quelques jours, plus précisément depuis l'entame de la nouvelle année confuse. Pas de quoi, dit-on, crier à sur le baudet, mais il y a de quoi réfléchir sérieusement. Actuellement, sur la table de différents employeurs, mais aussi sur la table des gouvernants, des préavis de grève. Maître Alain Oronla, d'abord sur la terminologie, une nouveauté ou dans la normalité des choses, préavis de grève? C'est tout à fait dans la normalité des choses, puisque la grève est encadrée. Il y a des dispositions législatives et réglementaires qui invitent ceux qui veulent se mettre en cessation de travail à observer par convenance un délai de préavis, etc. Et la grève étant un instrument aussi syndical, ça peut être, par exemple, un ultimatum pour inviter ou renforcer des négociations en cours. C'est en tout cas un procédé de bienséance qui n'est pas nouveau et qui n'est pas banal et qui est au contraire à encourager. Alors, cette clarification apportée, on apprécie
Alors, la démarche a annoncé d'abord les couleurs de ces préavis, les acteurs portuaires. Une démarche à laquelle très peu s'attendaient. Pour beaucoup, eh bien, l'entente a finalement été trouvée. On peut aller de l'avant. Aller de l'avant quant à l'avenir du poumon de l'économie nationale. Au Bénin, le port autonome de Cotonou, Roland Kpeunto, est le chef de l'État qui a présidé en personne la signature avec le port d'Anvers et les travailleurs qui, à nouveau, donnent de la voix, sont pas vraiment d'accord pour ce qui a été joué. Pour eux, ça a été plutôt une façon de les tourner en bourrique dans la farine, pour reprendre l'expression consacrée du principal syndicat. C'était pas ce sur quoi il s'était attendu. Il s'attendait encore à une rencontre avec le chef de l'État pour s'entendre sur les dernières touches à apporter. Mais vraiment, la signature a été faite. Comment vous avez apprécié cette sortie des acteurs portuaires? Déjà, je voudrais vous remercier, mais en même temps compléter Maître qui a bien donné l'explication pour ce qui est du préavis. Évidemment, le préavis, déjà, par son libellé, son vocable, c'est « nous annonçons ». Nous vous tenons informés qu'à partir de telle date, nous allons en grève. Donc le préavis déjà donne clairement l'indicateur que nous sommes en désaccord. Mais ce désaccord, je vous le notifie avec la menace qu'à partir de telle date. Et le préavis ouvre en même temps une phase accélérée, et du moins très active, intense, de dialogue social. Donc entre l'annonce du préavis et le début de la grève réelle, et donc de l'introduction d'une nouvelle motion de grève, il faut effectivement que les deux parties viennent en conciliabule, en pourparlers, cette fois-ci avec plus d'énergie et plus de disponibilité de la part des deux parties. Ils soupçonnent donc les acteurs syndicalistes donc, du port autonome de Cotonou, ils soupçonnent peut-être le chef de l'État de n'avoir pas invité pour une seconde assise pour, comme vous le dites, finaliser la rencontre qui avait eu lieu, où le chef d'État leur avait même donné un draft des papiers à amender sur place. Bon, évidemment, commettre une partie du port, ou le port lui-même en entier à un prestataire mandataire, ça relève d'un acte du pouvoir exécutif. Mais pour autant que ces salariés, avant qu'ils ne soient salariés, ils sont citoyens, donc défenseurs du bien économique et de l'intérêt général. Donc ils sont en position d'aller au-delà. Et je crois que c'est aussi une finalité de la grève. Au-delà des conditions de travail, on se met en position de défenseur de l'intérêt général. Et je crois que ce n'est pas encore tard. De mon point de vue, ce n'est pas tard. Surtout que ce délai, ce préavis, donne le temps au chef de l'État de rattraper ce qui peut l'être. Vivement, parce que le port de Cotonou, comme on le dit couramment, c'est le poumon de l'économie. Un poumon, vous voyez, il fait inspirer l'air et il fait expirer l'air. Non seulement pour notre pays déjà, pour les flux, mais aussi pour les pays de l'interland. Donc, laisser refroidir, ou du moins être surchauffé dans le sens négatif, une tension au port, c'est jouer avec la vie au plan financier. Et du coup, tous les autres secteurs sentiront. Déjà, le port, avec sa part contributive à l'économie, on ne pourra pas jouer avec. Et je crois, il n'exige pas, de mon point de vue, trop. Il suffit au chef de l'État de les appeler pour dire, mais OK, à la suite de notre échange de la fois passée, qu'est-ce que vous reprochez à la décision? In fine, c'est que le port s'en ressente bien et qu'il dégage assez d'économie pour alimenter les besoins et les charges régaliennes de l'État, surtout les mesures sociales qui sont attendues de la part du chef de l'État pour que les gens soufflent un peu davantage, surtout que le panier de la ménagère, comme on le dit, il est davantage troué. En raison, on connaît des crises conjoncturelles internes comme externes, mais beaucoup en raison des réformes qui sont en cours, qui visent à assainir les finances publiques. Mais quand on assainit, c'est aussi face à des citoyens qu'on fait ces mesures. Donc il faut aussi en tenir compte. Maître Alain Roula, oui, il est question de réforme justement pour permettre à l'économie béninoise de mieux se porter. Là-dessus intervient ce contrat. La réaction des acteurs portugais, comment l'homme de droit l'a-t-il apprécié? C'est beaucoup moins une question de droit qu'une question de compréhension de la démarche et de légitimité de la démarche. Certes, le président de la République est le chef de l'exécutif et il a été élu pour donner à notre économie les orientations qui lui paraissent les plus pertinentes. Mais ces orientations, tout en étant pertinentes, efficientes, légitimes, ont besoin d'une assise, c'est-à-dire d'une
explication, d'une pédagogie en direction des acteurs. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'on a l'impression que le président de la République et son équipe, qui sont pressés par le temps, puisque le président ne s'est donné que 5 ans pour réformer le pays, parfois donnent dans une démarche expéditive, je dirais, presque décrétale, pour ne pas dire dictatoriale. C'est-à-dire que le président de la République tire de la légitimité de son élection la toute intelligence qui lui permet d'imposer des solutions qui vont lui permettre d'honorer son programme. Et je dis que malheureusement, c'est là où le bas blesse, parce que je n'ai pas de leçon de gouvernance à donner, j'ai jamais été gouvernant, mais j'en ai observé. Je crois qu'il y a des questions qui méritent qu'on les mûrisse avant de les mettre en œuvre. On appelle ça la concertation, on appelle ça le dialogue, on appelle ça la discussion. Et notre président, qui a fait sa carrière dans les affaires et qui donc forcément a développé une personnalité trempée, pense être pragmatique et va de décision en décision. C'est plus compliqué de mon point de vue lorsqu'il s'agit de gérer un État. La démarche des acteurs portuaires paraît d'autant plus compréhensible, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une défiance. Elle paraît d'autant plus compréhensible que le président de la République, depuis qu'il a été investi, est dans une sorte de marche forcée. Nous avons annoncé des réformes, elles passeront coûte que coûte, et peu importe ce que pensent les autres, même s'ils sont majoritaires. C'est le poumon de l'économie, comme vous dites, et c'est tout à fait compréhensible que les acteurs portuaires, qui sont aussi des citoyens, pensent qu'on est en train de vendre le pays à des puissances étrangères, coloniales, parce qu'on sait ce que la Belgique a fait dans d'autres parties du continent, on sait ce que les Français ont fait, et quand je reviens à la campagne, je crois qu'on a bouté dehors un candidat, non seulement parce qu'il sentait trop le yaïsme, mais surtout parce qu'il était soupçonné d'être aux mains des puissances coloniales. Donc si les actes qui sont posés aujourd'hui donnent cette impression, je comprends qu'il y a des réactions épidermiques pour maintenir les choses en l'état. Maintenir les choses en l'état, oui, mais les acteurs portuaires espèrent vivement que dans les tout prochains jours, il y aura une rencontre. Mais celle-là sera la bonne. Mais quand on prend le chef de l'État, surtout lors de sa dernière sortie, où il a manifesté toute sa volonté pour le dialogue et l'appel pressant lancé aujourd'hui par les acteurs portuaires, est-ce qu'il y a de craintes à avoir ou espérer vraiment une porte de sortie pour boucler définitivement ce dossier? Non, on n'aura pas à se nourrir de crainte. Le chef de l'État a conscience de ce que, même dans le cadre de réforme, ce qu'on vit d'ailleurs, il y a un outil fondamental qui est l'approche participative et inclusive. Et on saurait réformer un pays, effectivement, qui peut expérimenter les outils qui ont fait leur preuve dans le système privé. Mais pour peu que les règles qui sont celles d'un État moderne, comme le nôtre, il y a séparation de pouvoir, et les organisations syndicales, c'est des acteurs sociaux qui ont aussi leur légitimité, parce qu'ils répondent au nom de la force ouvrière, ceux qui exécutent les décisions. Donc on ne peut pas réformer sans pour autant leur faire la part qui leur convient de faire. Vous ne pouvez pas réformer sans les hommes. Et c'est une démarche à laquelle le chef d'État va s'imposer. C'est une doléance presque, mais ça va de soi que sans un dialogue social apaisé, les réformes auront de... Pour peu qu'elles soient drastiques, mais même populaires, à la limite, mais quand elles sont légitimes, la légitimité naît du consentement des acteurs qui subissent la réforme. Elle peut être légale, mais quand elle souffre d'une légitimité, et pour peu, moi je crois qu'il n'y aura pas de crainte. Le chef d'État a conscience qu'on ne pourra pas renouveler tout le personnel du port. On ne pourra pas renouveler. Une question qui est revenue plus d'une fois et à laquelle les acteurs ont essayé d'apporter des éléments de réponse. Plus d'un Béninois s'étonne de les voir donner actuellement de la voix alors qu'ils ont eu le temps nécessaire pour pouvoir après réagir suite aux négociations
qui n'ont pas porté tous les fruits qu'ils espéraient. Mais ces derniers ont avancé comme quoi il y avait l'un des leurs, il est syndicaliste, aujourd'hui directeur des infrastructures, vous voyez celui dont je parle, qui les aurait rassurés qu'il n'y aura pas de signature tant qu'il n'y aura pas une assise pour aplanir les divergences. Donc, ils ont été plutôt pris à un piège qu'ils n'ont pas vu venir. Donc, ils ont été floués. Oui. Là-dessus, cette donnée ajoutée à la nouvelle situation que cela annonce, pensez-vous qu'il y a vraiment là une issue encore pour eux, alors que la signature elle-même a été consommée? Non, et puis quand on a une convention d'un État avec un prestataire, fut-il aussi une institution de haute portée que nous connaissons, le port d'Anvers, qui est en Belgique, il n'y a pas de clause qui ne soit pas révisable. Et si les dispositions contenues dans cette convention avec ce port belge, parce que c'est sûr, les acteurs portuaires auraient pu lire certaines parties, forcément, qui pourraient leur paraître un peu trop, aliénantes. À la limite, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, s'ils sont revenus à la charge, non seulement ils soupçonnent qu'on ne les a pas rappelés, mais c'est sûr, ils ont vu des parties qui leur paraissent certainement un peu trop léoniennes, qui donnent trop la part belle. Certainement, je soupçonne qu'à ça ne tienne. On ne peut pas avoir à faire avec des hommes et craindre que le dialogue n'est pas possible et qu'ils n'aient pas la capacité de se surpasser pour mettre un peu à plat les divergences. C'est possible, mais pour ça, il faut davantage un effort supplémentaire de la part du chef de l'État. Parce que oui, il faut le reconnaître, le chef d'État est un président d'exception. Et puis, en tant que réformateur, il doit se souvenir de comment nous attendons beaucoup de lui. Et puis, quelles réformes vous pouvez mener si vous ne vous associez pas avec les acteurs? Nous sommes prêts parfois à des réformes drastiques, même impopulaires. Mais il faut que nous ayons un horizon. L'une des difficultés aujourd'hui, quand vous faites allusion un peu à ce revirement de comportement de la part des acteurs sociaux du port, qui vous dit qu'ils ne sont pas en lien avec les autres acteurs sociaux, les autres secteurs qui sont menacés du droit, du retrait du droit de grève? Tout est dans un système de maillage qui est intelligent. Ils ne vous diront pas qu'ils sont en train de faire une action de solidarité de corps avec les autres secteurs, mais rien n'est exclu aussi. Donc, à cela. Pour déjouer ça, il faut la rencontre avec le chef. Tout à fait. Vous voyez le secteur éducatif aussi, qui n'est pas concerné. On y revient tout à l'heure, oui, ils ont avancé mais qui se mobilise déjà par on va apprécier. Anticipation. Oui, Alain, vous les avez suivis dans cette démarche. Le citoyen lambda s'interroge, comme je le disais tout à l'heure à votre vis-à-vis, comment se fait-il qu'ils ont laissé opérer la signature et ensuite revenir à la charge, même s'ils l'avancent, avoir été floués? On leur a dit, attendez, on va vous recevoir. Et puis, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Et ce qu'ils découvrent par la suite, c'est la signature. Écoutez, est-ce qu'ils auraient pu empêcher le président de la République de signer quand lui, il a décidé de faire venir ses partenaires? Difficile. Sauf si je comprends votre question par pourquoi ils n'ont pas déclenché plus tôt un mouvement de résistance. C'est ce qu'il faut comprendre, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de dialogue. Si je m'en tiens aux images vidéo qui ont circulé à propos de cette rencontre entre le président de la République et les acteurs et syndicats du port, il s'agissait véritablement d'une séance où le président de la République a tensé le personnel donc, du port. Il leur a expliqué qu'il n'y avait pas de compétences au Bénin. Bien sûr, on connaît le désert de compétences, mais qu'il n'y avait pas de compétences au Bénin pour diriger ce port. Donc, ce n'est pas qu'une réforme, il n'y a pas eu de discussion, c'est tout simplement un contrat de location-gérance, pour parler pudiquement, de cet attribut de souveraineté à des puissances coloniales que les Béninois ont rejeté lors d'une élection présidentielle de 2016. Donc, c'était très clair, déjà sur le visage des uns et des autres, qu'il n'y avait pas de discussion possible et que ce serait faire preuve de naïveté que de croire qu'ils seront réinvités à une autre séance malgré les assurances. Alors là, quelle sens donnez-vous à ce qui s'observe actuellement? S'ils prennent cette position alors qu'au départ, c'était clair à leur niveau que c'était bien consommé. Non, mais vous avez parlé de l'intervention de M. Jacques Ayadi. En tout cas, ce sont eux qui l'ont dit. Je ne suis plus certain qu'il soit seulement dans son manteau de syndicaliste, puisque, bon, voilà, donc, comme toujours, on les a apaisés, pour ne pas dire endormis, et puis ils découvrent du jour au lendemain que la signature a été faite, donc ça déclenche ce mouvement
qui est devenu un mouvement non seulement épidermique, mais épidémique. Parce qu'il y a un problème de contagion qui se pose. Je veux dire, on est en train de rentrer dans la fronde sociale, et je suis d'accord avec Roland, il y a probablement de la concertation, parce que le contexte actuel, c'est de dire que, finalement, parce que la démarche du président de la République n'est pas inédite, le président de la République nous a habitués à son style dès les premiers jours de gouvernance, à savoir dialogue social, mais peu pour lui. Je ne le dis pas méchamment. Donc, il a ses braises, et donc un calendrier, un emploi du temps, un rythme, il faut aller vite, il faut réformer, il faut aller. Et je crois que, en l'absence de réaction des institutions de contre-pouvoir qui pourraient dire, mais Monsieur le Président, c'est sûr que vous avez été élu, que vous avez beaucoup de bonnes idées, mais allons-y doucement puisque nous sommes pressés. Je crois que tout ce qui reste, c'est sauf qui peut, et je crois que c'est ce qui est en train de s'exprimer par cette fronde sociale. C'est mon petit point de vue. Votre petit point de vue, sauf qui peut, peut-être, oui, a raison. On pourrait aussi comprendre la réalité sur le terrain et qu'il n'y a pas que ce secteur qui soit concerné par ce préavis. On annonçait également les couleurs, les acteurs de l'éducation, tous sous-secteurs confondus, et secteurs de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et même supérieur. Les revendications restées sur tapis, non encore satisfaites, ont tous été remises à plat. Et expressément, appel a été lancé à l'autorité pour que suite soit donnée à ces revendications. Roland Perrontor, la préoccupation telle posée par les acteurs de l'éducation relève-t-elle réellement d'une volonté de voir les revendications non satisfaites définitivement apurées, ou c'est comme vous le dites, c'est bien la face cachée de l'iceberg? Non, on a couramment l'habitude de dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Et les questions soulevées par nos amis du système éducatif, dont nos enseignants, ça porte sur les conditions de travail. C'est soit des actes en retard de parution, soit c'est des relèvements de primes, soit c'est des intérêts de la densification des masses et des effectifs, des masses horaires et des effectifs. La question de formation et de la reconnaissance de certains diplômes à l'entrée de nos écoles normales de formation qui ne sont pas... Donc, et surtout les retards dans certains actes qui ne paraissent pas comme ils le souhaitaient. Essentiellement, c'est des conditions de travail et de certains avantages, qu'à cela ne tienne. Ça, rien ne vaut l'éducation, comme on le dit. Et même quand je vous surprendrai, quand on a introduit les tests sur le retrait du droit de grève pour les secteurs sécurité, santé et justice, mais je voudrais dire, mais ces trois secteurs ne sont pas si stratégiques que l'éducation. Donc, le secteur le plus stratégique, le plus sensible et le plus essentiel pour une nation qui se veut moderne. Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, mais les hommes qui font la richesse d'un pays, c'est des hommes bien formés, bien éduqués, bien instruits. Quand Roland le dit comme ça, aurait-il dit qu'on aurait bien fait en commençant par le secteur de l'éducation? Non, non seulement ces trois secteurs indexés, sécurité, santé et justice, sont importants, mais il faut étendre cette démarche-là. La démarche de suppression du droit de grève. Bon, je ne parle pas de suppression, ne me livrez pas en partie. J'ai aussi un passé syndicaliste évident. Tout à fait. J'ai un regard social sur tout ce qui se passe. J'ai été secrétaire général du syndicat de mon ministère pendant 5 ans. J'ai été chef de département éducation et formation syndicale à la CSA Bénin pendant aussi presque 6 ans. Donc, je comprends ce qui se passe. Mais nous parlons d'un pays qui s'appelle le Bénin, qui a été indépendant en 60, qui a 57 ans d'âge, 58 ans bientôt, et qui, en 90, a pris un nouveau départ, qui fait plus de 27 ans déjà. Mais de vous à moi, vous avez vu que nous n'avons pas répondu à la promesse à laquelle nous étions appelés, le développement. Ouais, pour un petit territoire comme le nôtre, moins de 115 000 km², pour une population aussi faible. Il y a des villes, des petites villes d'un pays qui consomment nos 10 millions, nos 12 millions d'habitants globalement. Votre argumentaire, Roland, l'argumentaire, c'est quoi? Oui, votre argument, je vais vous faire une petite brèche, on va évoluer, c'est dans la même ligne droite. Votre argumentaire a été posé par le chef de l'État. Je ne sais pas si vous l'avez suivi attentivement. C'est les mêmes arguments qui disent... Oui, avec une nuance. Oui. Je vous dirais d'abord que nous sommes en crise.
Parce que le retrait, la question de grève, les limitations peuvent être dues à des services qu'on qualifie d'essentiels, à des agents, des fonctionnaires qui exercent l'autorité de l'État, mais c'est aussi dans des États où nous proclamons qu'il y a crise. La crise, c'est que nous ne sommes pas allés au développement, c'est aussi une sorte de crise. Mais en même temps que nous engageons une telle réflexion, ça ne peut pas être d'autorité d'une partie des institutions de décider. C'est un débat national. Et vous avez vu comment les députés, je ne vois pas les députés comme d'un bord. Je ne veux pas de la représentation nationale. Vous avez vu le caractère expéditif dans lequel ils ont fait ce vote-là. Ça ne respecte pas le peuple. Or, je suis favorable. Non, je le dis clairement. Je suis favorable au retrait pour des questions de crise, de développement. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous sommes dans des politiques d'intégration sous-régionale. Notre vitesse n'est pas une vitesse que nous devons adapter à nous-mêmes. Je vous dis par exemple que des citoyens, avec leur véhicule, vont au Ghana les week-ends pour aller réparer leur véhicule. Et là, c'est des fuites de capitaux, de devises. Parce que nous avons un système professionnel qui n'est pas adéquat. Et tout ceci relève un peu de la gestion de la cité. Vous savez, nous avons des difficultés économiques. Mais quand on tient le discours que je tiens, j'ai conscience de l'importance qu'est la grève. La grève, au-delà même de la défense des conditions de travail, la grève est aussi un moyen de freiner l'arbitraire et l'autoritarisme. Trois aspects importants que vous avez évoqués. Et c'est là le défi auquel le chef d'État est soumis aujourd'hui. Par exemple, je crois, un indicateur simple. Quand on a voulu faire le dernier gouvernement, imaginez un gouvernement qui quitte la taille de 21 et qui va à la taille de 17-18, par exemple. Ça donne un indicateur de l'austérité et de la conjoncture économique financière défavorable qui nous caractérise. Et quand on a augmenté les salaires du chef de l'État, des ministres et des préfets, et qu'on n'a rien annoncé aux autres salariés de la fonction publique, quand on s'est tué, il faut donner une vision. C'est-à-dire, pour ce qui est des traitements salariaux et des avantages, quand on a touché à ceux-là, qui n'étaient pas d'ailleurs les plus pauvres de la République, quand on a nivelé par ceux-là, il faut en même temps prévenir les grognes et les contestations pour ne pas avoir une attitude que les gens qualifieraient d'asymétrique et socialement injuste. Il y en a beaucoup qui soupçonnent aujourd'hui que d'autres acteurs nommés politiquement sont en train d'être bénéficiaires des actes de décret qui augmenteraient. Dans une période comme celle-là, dans un contexte comme celui-là, c'est difficile d'engager des fronts de lutte comme ce que nous voyons. Et donc, le chef d'État est appelé à davantage écouter. Et la vitesse des réformes, je suis d'accord, mais il faut s'ouvrir davantage. Maître Alain Rolla, oui, aujourd'hui, ce sont les acteurs de l'éducation qui renvoient la balle, comme pour rebeloter, mais pour d'aucuns, ce n'est vraiment pas gai à voir et ça ne présage rien de bon que cela vienne s'ajouter au lot, non encore réglé. Ça frise plutôt de l'étincelle dans l'air. Vous savez, chaque saison et ses mots. Je crois que le Parlement a ouvert la rentrée de la fronde sociale. Le Parlement? Bien sûr, par l'adoption de lois scélérates qui sont combattues par les corps indexés. Je veux parler du corps de la justice, des corps de la justice et de la santé. Donc je crois que c'est ça qui fait l'actualité. Et la revendication de ces personnels, donc c'est une lutte contre les velléités de suppression du droit de grève. Les secteurs dont vous avez parlé, pour l'éducation, il s'agit de remettre à plat les avantages qui avaient été promis. Pour le port, il s'agit de lutter contre la dépossession de cet outil et de ce poumon de notre économie nationale. Donc, les motifs sont divers et variés pour que l'arbre ne cache pas la forêt. Il s'agit de protestation, il s'agit d'une véritable fronde sociale qui révèle non seulement notre mal-être, qui n'est pas inconnu du président de la République, parce que je me souviens très bien de ses propos de campagne. Il a été le premier à rappeler que le pays allait très mal, le pays va mal, et qu'il faut faire des réformes urgentes, dont je présume que les fruits allaient être très vite partagés. Or, cela fait bientôt 2 ans que le président de la République est installé, qu'il engage ses réformes, plus contestées que acceptées, et que la marche forcée continue.
le président de la République et son gouvernement, c'est pas moi qui vais faire la fine bouche, sont soupçonnés de se désintéresser du sort des populations et donc de ces différentes catégories pour alimenter d'autres ambitions. C'est ce qui se dit dans le pays. Donc, je crois qu'on a atteint un niveau d'exaspération. Je parle des travailleurs qui ne voient rien venir de la prospérité partagée naguère proposée par un certain président de la République. Ils ne voient rien venir. Ils voient au contraire des brimades, des brutalités et des institutions de contre-pouvoir totalement couchées. Donc, quand il n'y a pas de rempart contre l'arbitraire ou contre des dérives qui paraissent comme dictatoriales, je crois que c'est là qu'on commence par protester, et c'est ça ce qui donne l'impression de naître. Parce qu'on on va pas se mentir. Moi, j'appelle ça le troisième tour électoral. Je dis après le premier tour et le deuxième tour, le troisième tour électoral, et c'est généralement social. Nous y sommes. Cette fronde sociale risque de devenir une fracture si nos gouvernants ne mettent pas de l'eau dans leur vin. Et contrairement à ce que disaient certains députés, au lieu de mettre, on demande aux uns de mettre de l'eau dans leur vin, mais on met du whisky dans l'eau, de l'eau dans le whisky. Enfin, j'ai le député Basile Arrossi qui disait cela, et je suis d'accord avec Roland. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos gouvernants ne soient pas autistes, qu'ils entendent, qu'ils comprennent, et qu'ils ne soient pas suffisants, parce que j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils ont les clés, la solution de développement de ce pays qui ne peut pas se faire sans les enfants de ce pays. Donc, si nous ne voulons pas que cette fronde sociale qui s'annonce, ce n'est pas des mouvements d'humeur, si nous ne voulons pas que cette fronde sociale aille jusqu'à la fracture provoquée par la rupture, il est temps, plus que temps, que les gouvernants, à tous les niveaux, c'est-à-dire l'exécutif, le Parlement et même les sommités de nos institutions juridictionnelles, fassent preuve d'écoute, fassent preuve d'humilité et ramène totalement la balle à terre afin que les populations comprennent. Sinon, je ne sais pas où on... Écoute, humilité, ce sont les maîtres mots que les invités d'aujourd'hui ont ressassés. Plus d'une fois revenus, à raison, je m'en voudrais de ne pas me replonger dans un appel trop tôt lancé par un parti, le Parti communiste du Bénin, qui parle de dialogue, urgence pour les Béninois à s'asseoir autour d'une même table. À croire qu'aujourd'hui, on est en train de revenir à ce qu'ils ont appelé le fondamental. Déjà 2 à 3 mois de gouvernance. Roland Perrontor, est-ce là qu'on en est aujourd'hui? Une nécessité, vous aussi, parliez d'un Parlement qui a voulu faire quelque chose de formidable pour un peuple, mais qui n'a pas été suffisamment à l'écoute. Vous avez eu l'impression que ce qui a été fait n'a pas été fait en écoutant tout le monde. Les Béninois ont-ils besoin aujourd'hui, plus que jamais, de s'asseoir et de dialoguer? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que progressivement, d'année en année, au fil des années, nous avons un peu comme rompu le pacte social de 90. Issu de la conférence nationale des forces vives de la nation, bon, si je me répétais, et que parce que nous ne sommes pas... Mais il faut le reconnaître. Peut-être que je ferai un saut dans un monde un peu difficile. Sociologiquement et culturellement, nous n'avons pas été éduqués pour travailler ensemble. On connaît un peu l'histoire de notre pays, les royautés, les clivages ethniques, et puis la colonisation qui nous a aussi divisé, la traite négrière, ou avec nos histoires culturelles, nos mœurs, nos us et nos coutumes qui nous ont divisés. C'est difficile à 2 ou 3 Béninois de travailler ensemble. Vous avez vu que nous savons faire l'individualisme. Or, dans un monde contemporain, dans un global village mondialisation, l'individualisme ne porte pas, même vous pouvez être compétent. Donc, les grands succès et les grandes avancées sont du fruit du collectivisme. Mais nous sommes contraints de travailler maintenant. Et pour le faire, effectivement, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute. C'est la question, c'est la clé des enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Les gens seront volontiers solidaires au retrait des droits de grève si en contrepartie, ils n'ont pas des menaces. Ils ne craignent pas à des décisions qui leur seraient imposées alors qu'ils auraient été déjà dépourvus de l'âme qui leur paraissait fatale. Ouais. Or, pourquoi effectivement? Parce qu'il faut l'admettre,
pour du rien, dans beaucoup de secteurs, on allait trop vite en grève. Même quand on prend la loi qui régit la grève au Bénin, la loi de juin de 2002, les étapes pour parvenir à une grève, parfois on saute beaucoup d'étapes et puis on manifeste très tôt sans aucun dialogue social. Mais parce qu'effectivement, et vous le rappelez à l'entame de vos propos liminaires, que rien n'a été, ce que Michel Adjaka, le président de l'organisation syndicale des magistrats, quand il rappelait que rien n'a été obtenu de bon gré de la part du patronat, qu'il soit étatique ou privé. Vous voyez, ça veut dire pourquoi on a laissé les travailleurs faire usage à chaque fois de la grève avant. Et vous avez vu, par exemple, dans le secteur de la santé, on a laissé 1 mois, 2 mois. La situation pourrie avant de revenir. Or, nous sommes dans un secteur où quand les gens meurent, quand les gens concluent après les accords pour rappeler les avantages qu'on concède finalement, pour que les gens reprennent, les gens ont trépassé. Ils ne ressusciteront pas parce qu'il n'y a plus Jésus-Christ vivant ici maintenant pour les ressusciter. Enfin, que pardon me soit accordé par la Providence. Mais vous voyez les difficultés. Donc, quel mécanisme? Donc, nos institutions de 90 ont atteint leurs limites. Donc, il faut un ordre constitutionnel nouveau, où la notion de séparation de pouvoir aurait véritablement son sens. Qu'est-ce qui peut amener le gouvernement aujourd'hui, en pensant à retirer le droit de grève, à mettre un mécanisme en place pour que les désaccords, les conflits sociaux de travail, en milieu de travail, ne soient pas de la seule prérogative du chef de l'État, donc employeur étatique, à donner satisfaction ou non. Donc il faut dans les différents, même au lieu d'attendre que ce soit dans les statuts particuliers, la loi en même temps qui retire le droit de grève doit annoncer les mécanismes de plein droit pour qu'en cas de différend, il y ait une troisième institution qui connaisse du différend et qui arbitre, comme une juridiction qui connaît, dont la décision aurait force exécutoire. Donc des préalables à régler. Des préalables à régler pour donner un environnement institutionnel apaisé aux acteurs, pour que l'arbitrage, effectivement, parce que ce n'est pas forcément le chef de l'État actuel qui serait de mauvaise foi. Mais si on légifère pour aujourd'hui, effectivement, mais pour l'avenir, on ne va pas retirer le droit de grève pour 5 ans, pour 10 ans. Ce serait un constat. Oui, c'est l'autre inquiétude de plus d'un. Donc, s'asseoir pour les Béninois est plus qu'une urgence. Mais pour autant que la légitimité du chef d'État élu en 2016 ne soit remise en cause, parce qu'on ne fera pas peut-être une conférence des forces vives bis, pour qu'on parle d'une... Cette précision, ils sont nombreux à la porter, ils s'assoient, mais ils s'assoient autour de ce qui divise, et non une remise en cause d'une légitimité manifestement reconnue par tous. Mettre à l'un ou là, la situation, elle est là, sans la pourriture, mais qui, pour désormais, aider les Béninois à s'asseoir autour d'une même table. Plus d'une fois, les acteurs sociaux ont donné de la voix, mettant presque en cause la parole du chef de l'État. L'arbitrage viendra finalement d'où? Mais l'arbitrage ne peut venir de nulle part, puisqu'il n'y a plus de personnes ressources. Non, mais dites pas qu'il n'y a plus de personnes au Bénin. Mais est-ce que vous en connaissez qui soient encore crédibles? Enfin, on a parlé de Monseigneur de Souza, il n'est plus. Ancien président, président qui est décédé, il aurait pu avoir cette autorité, cette légitimité. Ne demandez pas que le président Talon accepte une médiation du président Yahya Boni. Le médiateur, professeur Albert Evoidja, est à la retraite. Les institutions sont complètement fanées. Chacun a démissionné, chacun a renoncé, chacun a abdiqué. Il n'y a plus de personnes ressources. Malheureusement, il faut le dire, personnes de référence qui ne se soient pas compromises ou qui n'aient pas joué le jeu. Et observez la politique. Les députés, hier, acquis au président Yahya Boni, sans que nous ne soyons passés à une élection législative après l'élection du président Talon, se sont totalement retournés. Il a trouvé un bloc de la majorité. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tout ça manque de sincérité et de crédibilité. Donc, les institutions se sont elles-mêmes mises hors jeu et les personnalités de ce pays qui auraient pu être les arbitres sont devenues des acteurs. N'est-ce pas, de cette querelle. Je pense au président Soglo, que je n'ai pas oublié, qui est là, mais dont vous connaissez les rapports officiels avec son fils spirituel et le candidat qu'il a soutenu. Donc, nous sommes dans l'impasse. Et seul le président de la République, malheureusement, il y a beaucoup de faucons qui l'entourent, seul le président de la République doit avoir conscience que même si hier, c'était juste une ambition pour lui, aujourd'hui, il a un devoir impératif de ramener la paix
dans la maison Bénin et d'envisager autrement la gouvernance. Sinon, nous irons, comme je le dis, je crains que nous n'allions à la fracture. Et ça ne sera pas bon. Alors, si ça peut déboucher, pas sur une conférence bis, parce que, comme le relève Roland, les institutions issues de cette conférence ont montré leurs limites dans tous les domaines. Je n'ai pas d'institution qui ait montré une certaine crédibilité ou une crédibilité certaine. Mais moi, j'irai plus loin en disant que la conférence de 90 a permis peut-être de résoudre un problème, celui du PRPB, et de mettre provisoirement hors jeu le président Kérékou qui était rentré dans une dérive, mais que cette conférence a été animée par les mêmes qui ont continué de gouverner et de tirer profit de ces flous institutionnels jusqu'à ce jour. Et effectivement, le Parti communiste est bien inspiré d'inviter à un nouveau pacte social pour non seulement le renouvellement des institutions, mais le renouvellement de la classe politique dans son entièreté, dans son intégralité, si nous voulons faire un bon travail. Une nouvelle génération? Pas une nouvelle génération, mais une autre race. Moi, je ne fais pas dans le jeunisme, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir 15 ans ou 20 ans et qu'il faut exclure ceux de 70 ans. Mais je pense qu'il faut un renouvellement, c'est-à-dire qu'il faut un bol d'air frais pour penser, pour passer à autre chose. Je rappelle cette phrase du président Kérékou, il faut liquider l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et l'idéologie qu'il apporte. Parce que si c'est les mêmes acteurs, ce sera les mêmes méthodes et la rupture ne pourra pas réussir parce que l'inspirateur de la rupture est un produit du système, est un concepteur du système. Et c'est pour ça qu'il peut neutraliser un certain nombre de forces malfaisantes, mais les anciens amis vous rattrapent et les anciennes pratiques aussi vous rattrapent. Ce qui fait qu'il y a une fermeté du président de la République qui confine à la rigidité. Et quand c'est trop rigide, ça casse, parce que ça ne passera pas. Donc, il faut que chacun de nous prenions conscience des dangers qui nous guettent et que nous allions effectivement à une nouvelle table, pas improvisée, où on se reparle, on change les hommes, on change le système, on change les méthodes. Ce n'est pas une question de président de la République contre un tel, etc. C'est une question du Béninois nouveau. C'est une question collective et individuelle au niveau de chacun d'entre nous. Ce consensus, s'il n'est pas fait, je crains que nous allions vers l'insurrection. Un consensus pour un Bénin nouveau, un Bénin prospère, un Bénin où il fait bon vivre pour chacun et tous, mais qui pour amener les Béninois à ce renouvellement. Roland Kéreva, qui désormais pour l'arbitrage idéal et aider le Bénin à se retrouver et réussir sa marche pour un développement révélé. Ok, chaque Béninois a cette capacité de faire des propositions ou de se faire entendre. Mais vous avez une acteur clé, c'est le chef de l'État. Parce que, rappelons-le, Maître Alain, on nous le disait avec brio, nous sommes dans un régime présidentiel fort. Et on l'a rendu fort comme ça parce que nous sortons d'une dictature en 90 et il fallait tout faire pour que le système en place n'ait pas une capacité à rebondir en 91 autour des premières élections démocratiques. Donc on a renforcé pour que le nouveau président venu en 91 ait les coups de franche pour gouverner. Donc on a réglé ce problème du passage d'un système de dictature ou bien autoritaire à une ère démocratique sans effusion de sang. C'était nécessaire, on l'a fait, on l'a réussi. Mais on a vu les limites maintenant. Le développement nous frappe à la porte et on ne répond pas. Et le chef d'État demeure dans le système institutionnel au jour d'aujourd'hui. Il n'y a rien devant le chef d'État. Et c'est en cela que l'humilité doit beaucoup l'habiter. Et surtout en tant que président d'exception, il faut l'insister. Dans un contexte de transition. Et de transition proclamée. Et nous voulons le soutenir dans ce sens. Mais la meilleure gouvernance, c'est la gouvernance par l'exemple. Par l'exemple. Et nous voulons une austérité partagée pour que la richesse partagée, la prospérité partagée advienne. Donc pendant qu'on demande des efforts, il faut que les efforts soient équitablement répartis. Moi je crois par exemple qu'au cœur du débat, c'est une machine qui est inversée, la fonction publique. La fonction publique. Et pour les 15 ans au-delà, je viens de faire 16 ans dans la fonction publique, au fil des années, depuis que le colon a quitté l'administration publique et l'a confiée aux Béninois, nous l'avons vassalisée. Elle est une machine contre-performante.
tous les diagnostics le proclament, que ce soit FMI, la Banque mondiale, la BAD, la BID. Et nous-mêmes, dans nos rapports, nous proclamons, et c'est une vérité, l'administration publique, la fonction publique est une machine contre-performante. Elle n'est pas au service du citoyen. Mais quand on veut y aller, il ne faut pas des réformes isolées. Il faut poser le débat au plan national. Et le premier pas, c'est de revenir à la charge sur la révision constitutionnelle. Même attendre les législatives de 2019 pour aller à la réforme constitutionnelle, c'est trop calculé. Il faut poser le débat. Sérieux, parce que le droit de grève, par exemple, c'est un fondement constitutionnel. Encore qu'il n'est pas un droit absolu au vrai sens du terme. Mais nous devons poser le débat clairement. Le débat de développement. Une fois encore, mesdames et messieurs, vous pouvez le constater, oui, l'appel à un débat, un dialogue social tout de même. La préoccupation revient, elle devient lancinante, plus que insistante. À chacun, mais ici, clament les acteurs sur ce plateau. Oui, seul le chef de l'État a le mot magique pour permettre au Bénin de rebondir. Je ne conclue pas encore, je leur laisse la parole pour pouvoir conclure. Oui, Roland Kouéonto, si vous devez conclure, vous diriez? Non, je dirais que le chef d'État fera beaucoup preuve d'humilité. On comprend, parce qu'il a annoncé les réformes, c'est un réformateur. Et dans l'histoire du monde, il n'y a pas de réformateur qui soit populaire pendant qu'il y a une nation, mais pour que les réformes soient habillées de légitimité. Et pour ça, il faut une gouvernance participative et inclusive. Et il faut aussi un peu de l'équité dans tout ce qui sera fait. Merci beaucoup, Maître Alain Rolla. Je suis obligé de refaire une digression. On dit qui veut la paix prépare la guerre. Le droit de grève est une arme de dissuasion. C'est même un rempart de résistance. Et donc, c'est suspect que de vouloir démilitariser ou désarmer le partenaire social, alors que le mieux serait de faire qu'on n'ait jamais recours à cette arme. Comme les policiers qui ont leur arme, on ne souhaite pas qu'ils s'en servent pour tuer les populations. Donc, pour conclure, je dirais que tout est entre les mains du président de la République. C'est le seul responsable, le premier responsable de ce pays, et il n'y a pas rien devant lui, il y a le peuple. Il doit regarder son peuple, entendre ceux qui ne disent pas la même chose que lui, puisqu'il dit qu'il n'aime pas les courtisans. J'ai l'impression que les courtisans faucons sont en train de l'emporter et que ici, c'est le Bénin. Mesdames, Messieurs, ici, c'est le Bénin. Que de conclusions aujourd'hui. Je me garde de ce que je vous avais prévu. Il y en avait eu suffisamment de très bons. Mesdames, Messieurs, merci pour la fidélité. Demain, c'est un autre jour. La déception ne sera pas au rendez-vous. Toujours la même disponibilité. Merci. À très vite. Allez.